Mais quel plaisir d'être en vie dans cette année 2021 et plus encore pour pouvoir avoir des réunions, des rencontres comme celle-ci qui nous lient malgré la distance. Moi, je vis et je travaille sur une partie de la planète qui, selon notre principal poète, il s'agit d'une île entourée de terre. Nous sommes le cœur chaud de l'Amérique du Sud. Et dans ce pays en particulier, eh bien, cohabitent 21 nations, 21 idées du monde, 21 manières d'appeler le cosmos, 21 religions, 21 façons d'articuler la pensée. Et derrière cette coexistence, cette cohabitation avec jusqu'à même 22 nations, nous avons appris à regarder l'autre en construisant des ponts de rapprochement. Peut-être que de connaître cela implique de rendre compte des ressemblances. Oh, pardon, des différences. Donc peut-être que de connaître implique rendre compte des différences, mais rendre compte de la construction de la ressemblance. Construire les ressemblances, construire un univers où, malgré les différences, subsistent des raisons de fond pour que tous ensemble, nous puissions concilier, être, c'est l'un des privilèges les plus importants qui palpitent au fond de cette terre et qui font que le regard qui cherche à transcender notre condition, notre situation locale, parviennent et aspirent constamment à cette rencontre avec l'autre et ainsi parvenir à des valeurs universelles. Mon architecture a toujours essayé d'être cela, de construire ce pont de ressemblance. Non, je ne fais pas de différence entre un Esquimau et nous, les Esquimaux et les Paraguayens. Nous luttons contre les rigueurs du climat pour faire que nos vies soient meilleures, soient possibles, elles soient agréables. Ici, comme en Arabie ou en France, ou comme dans le reste du monde, nous disposons de ressources limitées et nous savons que l'intelligence, c'est le lien commun entre tous les êtres humains et que cette intelligence, c'est celle qui nous permet de découvrir à partir de chaque matière, à partir de chaque possibilité de pouvoir faire cet exercice qu'est la rencontre avec l'autre. Ça nous permet donc de déployer des ressources, des possibilités pour faire que la vie, son ensemble, soit bien meilleure. Peut-être que, disons, la phrase ou l'obligation qui nous concerne et qui représente un peu ce que je fais, c'est précisément que c'est l'architecture qui est chargée de garder, de faire attention du soin, de l'habitabilité des êtres humains. Cette habitabilité, les scénarios que nous construisons pour pouvoir exister varient tout au long du temps, mais la construction principale, ce n'est pas celle de ce scénario. La principale construction, c'est celle de l'expérience que nous avons, nous, les êtres humains, qui cherchons à être humains. Si le minimum humain, c'est de moins de 2 hominidés, mon humanité est un acte imaginaire. Les êtres vivants se relient
par la sympathie et il se repousse par l'antipathie. Et on peut même se mettre à la place de l'autre en exerçant cette empathie. Mais l'acte humain consiste à imaginer que je suis l'autre, au minimum un autre. Mon humanité vient de la compréhension que je suis un autre et que je dois prendre soin de moi pour être bien. Et que cet être minimum, ce minimum humain, que commencent deux êtres humains, peut s'élargir jusqu'à nous construire tous. En nous intégrant à nous tous, à l'intérieur de ce tout, nous essayons de nous donner à nous-mêmes des réponses qui nous permettent de vivre mieux. Il y a 31 ans, le temps passe, j'avais réalisé un petit chantier et avec l'exercice de cette première commande, j'avais réussi à obtenir $5 000, qui étaient mes seules ressources à cette époque. Avec $5 000, à cette époque, je pouvais soit m'acheter 2 ordinateurs ou essayer de construire mon agence. Alors, j'ai décidé de construire l'agence à cette époque-là, avec l'éclairage, les tables, les règles, les maquettes, etc., etc. On avait besoin d'environ 100 mètres carrés bâtis. Par conséquent, on devait réaliser nos bureaux, notre agence, pour $50 le mètre carré. Et pendant tout ce temps-là, moi j'avais participé à tout type de formation, j'avais été dans des différents bureaux, j'étais à la faculté, etc., etc. Et avec le groupe, on savait construire, on construisait bien, avec des certitudes, et bien, ça représentait environ $350 à $400 du mètre carré. Par conséquent, on devait être capable de construire pour 8 fois moins, c'est-à-dire au moindre coût, que représentait le coût du mètre carré traditionnellement à cette époque. Donc, à ce moment-là, on a décidé de relever ce défi, d'inviter un univers de possibilités, ou alors il fallait que nous nous disions à nous-mêmes ce que la discipline, de façon générale, disait à tout le monde. Allez, écoutez, obtenez plus d'argent et quand vous aurez cette quantité, eh bien, venez nous voir et nous allons faire quelque chose de bon goût. Et puis, entre-temps, eh bien, écoutez, survivez comme vous pouvez et puis trouvez une solution à votre vie. Donc, sur cette voie de la compréhension, pour comprendre quelle était l'implication de l'économie sur tous ces processus, petit à petit, j'ai compris qu'il existait une différence gigantesque entre la notion de cet exercice financier vis-à-vis de la notion de ces réalités qui sont nécessaires pour produire quelque chose, c'est-à-dire l'économie. Et que cette économie pouvait, dans une certaine mesure, intéresser différents secteurs de cet exercice. C'est-à-dire que, en fait, pour pouvoir construire à un coût 8 fois moindre ce que nous voulions construire, eh bien, nous devions au minimum utiliser 8 fois moins de matériel et nous devions être capables de réduire ou en tout cas de modifier les processus de construction pour que, à partir de là, la même main-d'œuvre qui répondait à toute demande au sein de la société soit capable de produire avec beaucoup plus de capacité, plus d'habileté, plus de mètres carrés, qui représentait plus d'opportunités pour tous. Et au regard de ce défi que nous sommes imposés à nous-mêmes, nous avons commencé cet exercice un petit peu comme un pont entre le passé, ce passé-là, et l'épiphanie qui consistait à essayer de faire en sorte qu'il s'agisse là d'un présent continu, que ce soit un même chantier qui soit en cours permanent de réalisation dans différents lieux, avec différents programmes, avec différents noms, mais en suivant toujours cette volonté originale de
pouvoir, tout en satisfaisant les demandes et les besoins propres à chaque individu, avec cet exercice, de pouvoir établir un renforcement de la condition sociale qui, dans notre exercice, trouve face à elle toute une série de réponses que jusqu'à présent notre discipline n'apportait pas. Et donc c'est alors que j'ai compris très clairement que nous ne sommes pas les opérateurs d'une discipline. J'ai compris avec beaucoup de lucidité que nous sommes les constructeurs de sociétés meilleures et que cette construction d'une meilleure société est le destin final de tous nos efforts. Donc, en nous intégrant dans ce présent continu, j'ai fait mienne une phrase très intelligente de Jorge Luis Borges dans Pierre Ménard, auteur du Quichotte, une narration tout à fait fantastique. Et dans un des derniers paragraphes de conclusion, il dit « Penser, analyser, inventer ne sont pas des actes anormaux. Ils sont la respiration normale de l'intelligence. Se vanter de son usage éventuel, rappeler avec un étonnement incrédule ce que le docteur Universalis a inventé, ce n'est qu'avouer notre langueur ou notre barbarie. Tout homme doit être capable de toutes les idées, et je comprends. Et à mon sens, dans l'avenir, il le sera. Si nous sommes capables d'utiliser ce lien commun, celui qui est à tous les êtres humains, qui est celui de l'intelligence, nous allons être capables de, tout en observant nos capacités, en observant notre quotidien, nous serons en mesure de constituer un univers d'opportunités pour nous-mêmes. Si nous habitons sur une planète où le meilleur de cet exercice que nous avons réalisé entre nous tous laisse plus de 60% de la population du monde en dessous du niveau de pauvreté, et de ces 60%, 50%, près de 30% qui vivent dans la misère, comment est-il possible que nous continuions à dire que la seule possibilité que nous avons, c'est continuer à faire toujours la même chose? Vraiment, en souhaitant, avec une telle indifférence, d'avoir la bonne volonté de se transformer en quelqu'un qui nous ressemble, quoi. En réalité, c'est exactement le contraire. Nous devons être ce que nous pouvons être dans le monde. Mon travail, dans une certaine mesure, tente de donner des réponses à ces questions, à cette espèce de conditionnement qui est très particulier. Mon travail, en tenant compte d'une économie de ressources, eh bien, tente de faire face à ce défi qui consiste à disposer un certain nombre de rôles, de préconcepts qui sont finalement très habituels dans le monde, c'est-à-dire qu'en construisant bien exactement comme on l'a appris sur les bancs de l'université, jusqu'au premier chantier, les premiers exercices professionnels que j'ai pu mettre en œuvre dans mon pays après mes études, la construction, tout ce processus de construction, le coût des matériaux en général, ça représente environ 70% du coût final du projet, de la construction. Et donc là, on essaye de réduire le plus possible ce pourcentage de l'intervention de la main-d'œuvre dans ce processus de construction. En fait, ce que j'ai essayé tout au long de ce temps, c'est de changer cette situation en demandant justement aux matériaux, en les choisissant avec l'intelligence, qui nous permettent d'avoir une capacité de résistance absolument extraordinaire et ainsi répondre à toutes les demandes possibles avec
moins de matériaux possibles pour ce faire. Et en changeant finalement ce processus, car nous avons compris que c'est la main-d'œuvre qui peut parvenir à transformer une simple pierre en un monument, en une construction qui soit capable, qui s'élève et qui se dresse pour défendre la possibilité de la vie. Donc finalement, nos villes s'enferment dans des spécialités qui se trouvent derrière l'ère industrielle et qui a donné la possibilité aux individus qui vont utiliser ces matériaux très développés, qui ont beaucoup évolué, afin qu'ils soient capables de donner des réponses à ce que leur propre marché crée finalement. Mais en même temps, cette idée de civilisation oublie et marginalise un grand pourcentage de la population du monde qui se trouve de façon tangente et périphérique et sans aucune possibilité de pouvoir se structurer et de pouvoir construire un destin ensemble. Peut-être que si nous changions cette vision, peut-être que si justement notre premier matériau de construction était justement cette capacité de construire, de faire qu'ont les êtres humains, en sachant que chaque être humain est porteur d'un outil extraordinaire capable de produire cette translation, cette rotation, cette pronation, et avec cette incroyable capacité pour créer, pour apporter une matière de la façon la plus efficace, afin de renforcer tout ce scénario où la vie collective puisse exister. Toutes ces réponses s'articulent précisément dans cette notion qui consiste à essayer de faire ce que nous ne savons pas faire, essayer de définir ce que nous n'avons pas encore été capables de définir. Pour pouvoir faire, finalement faire ces pas décisifs, nous avons besoin plus que jamais de pouvoir construire main dans la main avec d'autres personnes pour pouvoir faire face à cette crainte de l'inconnu. Eh bien, il faut en appeler à rappeler, à vraiment faire appel à toute cette force extraordinaire qui nous a permis depuis le premier moment de notre vie, qui nous a donné cette capacité à faire face à tous les changements possibles. Humberto Maturana, le grand auteur, et moi j'aime beaucoup répéter la phrase qu'il vraiment dédiée à sa mère, mais je voudrais pouvoir vraiment la dédier à ma mère et à la mère de mon fils. Et il dit: j'ai enfin compris que je n'ai jamais eu peur, parce que ma mère m'a toujours aimée. Quand je ne savais rien faire, quand je ne savais rien, quand je ne savais même pas porter les aliments à la mouche, l'amour inconditionnel de ma mère m'a permis de tomber tant de fois jusqu'à parvenir à être qui je suis, pour pouvoir me dresser, pour communiquer, pour établir des liens et pouvoir travailler de façon coordonnée avec tous. Franchement, si cette condition de compréhension de l'autre, si la construction imaginaire d'être l'autre se fonde, réellement se base sur cette force amoureuse qui me permet vraiment de tomber, de commettre des erreurs, le nombre suffisant de fois, ce qui s'oppose à la construction et à cette idée, ce qui s'oppose à l'amour, ce n'est pas la haine, c'est la peur. Parce que la peur, c'est ce qui nous concentre sur nous-mêmes et qui nous empêche de défendre cette expansion collective qui nous permet d'être tous ensemble. Nous avons besoin, plus que jamais, de pouvoir réellement embrasser une condition qui soit essentiellement humaine et qui nous permette de faire ce que nous savons faire, de
nous jeter avec courage et assurance dans cette compréhension, en comprenant que la construction apparaît dans le renforcement de cette relation avec les autres et qui, sans aucun doute, est un acte amoureux et qui a besoin de cette lutte contre la peur pour pouvoir atteindre cette plénitude. Et en ces moments de crise si sévère, crise inaugurale de ce que nous pouvons imaginer, va être vraiment, on va mettre entre parenthèses toutes nos capacités pour pouvoir nous développer. Nous avons besoin plus que jamais de nous reconnaître, d'être capables de voir ce que jusqu'à présent nous n'avons pas vu, d'entendre ce que jusqu'à présent nous n'avons pas été en mesure d'entendre, de supporter, de soutenir, d'appuyer toutes les différences humaines de sorte que celui qui penserait différemment de nous, qui ait des résultats différents aux nôtres et qui soit capable de nous montrer le chemin et de nous donner un nouvel élan vers un univers différent, eh bien, celui que nous arriverons à tous construire ensemble pour essayer d'être mieux. Merci beaucoup de m'avoir permis de passer ces quelques instants avec vous. Malheureusement, je ne peux pas faire le voyage, justement, cette fois-ci, jusqu'à ce que nous nous retrouvions, nous nous embrassions et nous nous revoyions. Mais sachez que cela représente énormément pour moi. C'est un élan extraordinaire. Beaucoup d'affection, beaucoup de tendresse pour nous ici, dans la décision quotidienne que nous faisons de pouvoir continuer à faire ce que j'ai essayé de vous raconter. Merci beaucoup à toute l'organisation du Global Award. Vraiment, c'est un honneur, un privilège pour moi d'appartenir à cette structure, à cette communauté. Merci beaucoup.